qu'il faut. On est le meilleur. Voilà, c'est le meilleur. Les gens de la CGT et de la CGT, eh ben oui, il faut faire 3 millions d'économies, c'est un peu normal parce qu'on est en déficit. Non mais c'est quoi ce délire? Tu supprimes 4 postes de 2 mecs qui bossent. Mais en même temps, ils sont obligés de s'adapter, adapter leur discours. On est content de faire dans le stade, tu vas voir. Là, à un ils moment soutiendront donné, les brancardés. mais à un moment donné, c'est trop quoi. C'est pas possible. Donc d'abord bravo, parce que quand même, c'est important de vous saluer, de vous encourager, il y a des problèmes. Charlotte, sourire. J'attends les... Viens Mike. La situation est grave dans tous les hôpitaux de France, et Rambouillet y compris. C'est vrai que Rambouillet, on a un hôpital, on ne fait pas trop de vagues. Mais la situation derrière les murs, elle est difficile, elle est en tension pour le personnel. Alors on peut être qu'effaré par la dégradation d'accueil des patients et des conditions de travail des personnels. Nous fréquentons tous l'hôpital dans les moments les plus importants de nos vies. Pour nous, pour nos proches, nos familles. Nous sommes aussi des citoyens et nous exigeons que nos impôts soient ciblés sur des dépenses de santé en donnant des moyens humains et matériels au personnel. Mais on constate d'année en année que les budgets sont en constante diminution à force de coupes budgétaires et de réorganisation massive pour optimiser la productivité. Les hôpitaux sont transformés en usines à soins. Il n'y a plus d'humains là-dedans. Alors il n'y a plus de place, il n'y a plus de temps, plus de lits et plus assez de personnel pour prendre soin de nos malades. Depuis 1 an, malgré la crise sanitaire, nos gouvernants continuent à faire les sourdes oreilles et à mettre les équipes soignantes en grande difficulté. Nous sommes face à un tsunami sanitaire qui menace la population entière. Alors on nous demande de réorganiser nos services pour mobiliser plus de lits. Comment faire plus avec moins? Expliquez-moi. On déprogramme les interventions chirurgicales. On ferme des salles de bloc. On transfère les patients. Les équipes sont épuisées. Et certains d'entre eux sont en burn-out. C'est inhumain. On gère de l'humain et avec le personnel, on ne l'est même pas. Non à la déréglementation du temps de travail. Maintenir chaque personnel à son poste de travail, à son service, dans ses horaires. C'est fondamental. On ne peut pas être infirmière en réanimation alors qu'on travaille dans un service de chirurgie. Et vous le savez bien, il y a des compétences infirmières par spécialité. Aujourd'hui, notre direction fait quoi? Eh bien, elle déporte du personnel de chirurgie ou d'ailleurs, et elle met en difficulté les infirmières, les aides-soignantes, à la prise en charge de patients en réanimation ou en unité de soins critiques. Alors non à la mobilité, flexibilité. Le respect de la prise de repos, parce que là aussi,
on supprime des jours de repos au personnel pour qu'il soit présent. Mais arrive un moment, on sature physiquement, il faut tenir. Comment tenir une semaine avec un repos dans la semaine? Alors, la Cour des comptes a publié son rapport annuel 2021, consacré à la gestion de la crise. Elle pointe le recul des capacités d'hospitalisation en soins critiques, le manque de lits et de personnel. Alors, arrête cette politique de restructuration, de fusion et de fermeture de lits, afin de garantir l'accès aux soins de la population. Nous exigeons l'augmentation des besoins, des budgets à hauteur des besoins. On est masqué depuis plus d'un an, mais on n'est pas muselé et on est déterminé pour poursuivre nos revendications. Aujourd'hui, on peut dire qu'à l'hôpital de Rambouillet, nous avons 32 patients hospitalisés pour Covid. Nous en avons 11 en réanimation, avec un capacitaire de 12. Nous avons 5 patients qui sont en gériatrie, 9 patients en médecine, 5 patients en cardio-pneumo, 2 en UHCD. On n'a pas la place, on n'a pas la place et on n'a pas le personnel. On a beau le dire à notre directrice, mais on a l'impression qu'elle n'entend rien. Même lors des réunions, elle fait la sourdine. Tout va bien, ça va passer. On a fait une première. En janvier, février, mars, ça a passé. Je vois pas pourquoi là, ça passerait pas. Sauf que là, ça va plus passer parce que le personnel est fatigué, épuisé. Et à un moment donné, il faut aussi écouter le personnel. Parce que si aujourd'hui, l'hôpital de Rambouillet tient, c'est grâce au personnel. Je le répète, c'est grâce au personnel qui est consciencieux, qui est là pour ses patients et qui donne de son temps, de sa vie de famille. Parce qu'il faut le dire, quand on est à l'hôpital 5 jours, 6 jours sur 7, c'est des jours où on n'est pas avec les siens. Alors aujourd'hui, je dis, et c'est au nom de tout le personnel de l'hôpital de Rambouillet, ça suffit. Il faut que ça s'arrête. Il va falloir mettre les moyens. Bravo! 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 Je suis une infirmière anesthésiste diplômée d'État, UNIAD. Je voulais témoigner un peu de ce qu'on vit depuis un an maintenant, déjà au niveau local, au bloc de Rambouillet. Donc pour la première vague, on a fermé le bloc, on est passé réa en salle de réveil. Donc nous avons modifié tous nos horaires, on a alterné jour-nuit, garde de 24 heures et journée de 10 heures au bloc en alternant réa et bloc. Ensuite, à la fin de cette première vague, les patients sont sortis de la salle de réveil et on a repris l'activité au bloc en devant rattraper tout ce qui avait été déprogrammé. Ce qui a été fait, ça nous a pris plusieurs mois. Ensuite, la deuxième vague est arrivée. Donc là, on a les infirmières anesthésistes et les infirmiers du bloc. Nous avons été redéployés, IBOD aussi. Nous avons été redéployés donc, en réanimation dans les services Covid de médecine. Donc, on a tout fait et après, on a recommencé tout pareil. Il a fallu rattraper tout le retard qui avait été accumulé au bloc. Chose faite. Donc, pas de pause, pas de repos. On a toujours été là, la troisième vague arrive. Donc, au jour d'aujourd'hui, ça va faire combien de 3 non, ça fait 15 jours pour les IAD que nous sommes redéployés donc, dans le service de réanimation USC, où on vient dépanner. Et pour les infirmières de bloc opératoire, elles sont redéployées dans les services de médecine. On a déprogrammé au bloc. Donc là, la liste d'attente, il va falloir rattraper tout après. On fait ce qu'il y a à faire, on nous demande toujours plus. Après, là, on nous parle de peut-être passer la salle de réveil en réanimation. Donc là, on a 2 plannings. On est sur les starting blocks, on ne sait pas, à n'importe quel moment on peut passer réanimation. Donc changer complètement notre mode de vie en passant jour, nuit, garde de 24. Donc pour nous, les IAD ici, on a la particularité de délivrer le sang en plus. Et ce qu'on nous propose, c'est d'être une IAD de garde de 24 heures pour tous les blocs d'urgence, les odoscopies d'urgence, le bloc maternité et délivrer le sang pour la totalité de l'hôpital. Donc moi, ça me fait un peu peur.
La direction est au courant, on a prévenu à notre niveau en local. Donc on fait ce qu'on peut, on n'a pas l'impression d'être entendu. Je m'adresse un peu particulièrement parce que... Ils me disent la suite. D'accord. Donc pour le local, on fait tout ce qu'on a à faire, on rattrape derrière, ça fait 1 an qu'on n'a pas de pause, on est épuisé, vous avez des équipes donc dans tous les services qui sont totalement épuisés. On les rencontre une fois on délivre le sang, donc c'est tous les services. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Donc, et j'ai l'impression qu'on n'en fait pas encore assez, qu'on nous en demande toujours plus et qu'on n'en fera jamais assez malgré tout. Après, donc moi je voulais vous voir particulièrement vous, Madame la députée, pour le collectif IAD. Je pense que vous avez entendu parler de nous ces dernières semaines. Je suis désolée. Oui, il n'y a pas de Tout le monde souci. vient de parler, je ne peux pas faire autrement. Voilà, je vais avoir une petite enveloppe à vous remettre après. Donc, je pense que vous avez entendu parler de nous, le collectif IAD de France et le collectif IAD de France, par rapport à notre connaissance en tant qu'auxiliaire médicaux, par rapport à notre cursus professionnel. Donc je suis IAD de formation, c'est-à-dire que j'ai été infirmière. J'ai passé un premier concours après le bac pour pouvoir être infirmière. J'ai été reçue, j'ai fait 3 ans d'études pour être infirmière, suivi d'au minimum 2 ans d'exercice d'infirmière, suivi à nouveau d'un concours qui est quand même drastique, très difficile, parce que moi quand j'ai passé le concours, on était 600 pour la PHP et seulement 80 de reçus. Et encore sur les 80, il y avait des records. Donc c'est pas un petit concours. C'est suivi de 2 ans de formation intense, très intense. Et on ressort donc qualifié en matière d'anesthésie, de réanimation, d'analgésie, d'urgence. Donc là, on a toute notre place au sein de la Covid actuellement en matière de réanimation. Et on a l'impression que au niveau de la politique, vous ne nous entendez pas face à nos demandes pour être connus, quoi. Donc je m'adresse directement à vous. On a envoyé des courriers, on est tout un collectif au niveau de toute la France, on envoie aux sénateurs, aux députés. On a quelques retours. On a envoyé aux ARS qui nous ont renvoyé donc un mail comme quoi ils renvoyaient à la DGOS parce que c'était pas de leur ressort. On est soutenu par la SPA, qui est quand même la société savante, c'est la Société française d'anesthésie et de réanimation qui nous soutient dans ce projet. On est reconnu par nos pairs, par nos anesthésistes. On a des lettres de soutien de médecins anesthésistes de différents services. Donc voilà, je compte sur vous pour essayer de faire un peu entendre notre voix. Moi, je suis une petite infirmière anesthésiste de petit bloc de Rambouillet. Je ne peux pas révolutionner tout, je fais ce que je peux, je mets la pierre à l'édifice. Et j'espère que vous allez nous entendre. Voilà. Et ceux qui sont là, ils essayent de se détacher sur quelques minutes et ils repartent dans leur service et c'est d'autres personnes qui prennent le relais. Donc, parole des IBOD aussi, parce que je suis de formation IBOD avant d'être cadre. Et effectivement, le dispatching du personnel du bloc dans certains services, enfin, par exemple les services de médecine ou de chirurgie pour les IBOD, ça ne sert à rien. Ça ne nous donne pas plus d'aide, elles ne sont pas formées à nos ordinateurs, elles n'ont plus l'habitude de s'occuper des médicaments, etc. C'est complètement inutile. On déplace du personnel pour rien. Alors peut-être les IAD sont encore dans leurs compétences, et encore, je ne suis pas sûre, mais dans les services de soins, les IBOD, les pauvres, elles sont débordées et ce n'est pas de leur compétence. Donc voilà, il faut arrêter de faire n'importe quoi. Les formations en 3 jours pour mettre des personnels du pool en réa, c'est complètement débile. Ça ne servira à rien. Et on continue à le faire. Les cadres, alors par contre au niveau des cadres, certaines qui ne sont pas là parce qu'elles ont peur, sont débordées. On en rajoute, elles finissent par faire des conneries, elles sont fatiguées et la situation est terrible. Et par contre, ce que je vois là-bas, c'est qu'on est observé par la direction qui viennent écouter ce qu'on dit, mais qui viennent pas Voilà. Allez, avec nous. Tu peux me passer la parole.
parole parce que c'est Encore une fois, Moi, je vais parler. encore une fois, j'ai ma collègue cadre qui prend la parole aujourd'hui, parce que la situation pour les cadres aussi, il faut le dire, la pression, elle est maximale. Et arrive un moment où les cadres eux-mêmes n'arrivent plus à faire face à ce qu'on leur demande. On leur demande l'impossible. On leur demande de sacrifier des fois du temps de personnel et on leur dit débrouillez-vous, mais il faut que ça marche. Donc à un moment donné, on ne peut plus faire n'importe quoi parce qu'on est quand même aussi des humains et on doit respecter aussi la qualité de vie du personnel. Et là, à l'heure actuelle, on n'est plus là-dedans. Bienvenue à Madame la députée. Voilà. Je remercie tous ceux qui sont présents d'être présents. Certainement, beaucoup de vos collègues sont dans les services. Voilà. Et puis, il y a ceux qui, par passivité, défaitisme, ne se présentent pas. Moi, c'est très simple. Je suis venu pour vous encourager. Je suis venu pour encourager. Je me présente déjà. Je suis praticien hospitalier, médecin des hôpitaux. Je suis praticien hospitalier, médecin des hôpitaux, médecin urgentiste, pratiquement en fin de carrière. L'hôpital public, je connais, c'est pratiquement plus de 30 ans d'exercice dans les hôpitaux publics en France. Je précise ceci, c'est qu'on est arrivé pratiquement à un point de non-retour. C'est-à-dire que depuis 30 ans, on voit une politique de démolition méthodique, systématique du système hospitalier public, qui est pourtant le pilier fondamental du système de santé français. Bien sûr, il y a la médecine libérale, il y a les cliniques privées, mais ceci dit, le fondamental a toujours été l'hôpital public. La politique néolibérale a été conduite pendant ces décennies, que ce soit par le gouvernement de droite, que ce soit par le gouvernement de gauche. Le résultat, nous le voyons aujourd'hui. C'est-à-dire, la santé des Français est sacrifiée. C'est ça la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de discours. Va-t-on faire des choses de tri ou pas? Mais tout ça, ce sont des balivernes en réalité. Ça traduit seulement une situation critique qu'on a laissé faire, qu'on a laissé installer. Et ça, sous la houlette de nos directions ministérielles, enfin gouvernementales, ministérielles et sur des ARS. La situation est effectivement très critique. Elle est critique parce que nous sommes devant une pandémie. Une pandémie qui touche tous les pays, donc c'est clair. La France est profondément touchée. Nous en sommes aujourd'hui à 100 000 morts. Je ne dirais pas qu'on aurait pu éviter 100 000 morts. C'est parce que c'est une épidémie que nous ne contrôlons pas. Nous ne la contrôlons pas. Pourquoi? Nous n'avons pas les médicaments qu'il faut, en réalité. Nous n'avons que les réanimations pour pouvoir aider certains à passer le cap. Pour ceux qui arrivent à passer le cap. C'est ça la réalité. Nous n'avons pas de vaccins non plus. Et même quand les vaccins arrivent, nous nous rendons compte que les vaccins, c'est du rationnement. Sans compter qu'avec les Big Pharma, le Big Boss américain s'est pris tailler la part du lion. Voilà, c'est ça la réalité. Les Européens pleurnichent, mais en réalité, les vaccins, c'est avant tout pour les Américains. Quand ils auront fini de vacciner l'heure, dans ce cas, ils voudront bien en donner un peu plus à l'Europe. C'est ça la réalité. Donc, en termes même de vaccination, nous n'avons pas grand-chose en main. Bien sûr, on en vient à des solutions radicales, qui sont quoi? Le confinement. C'est vrai qu'on n'a rien inventé en médecine, que ce soit clair et net. Devant une pandémie, ce qu'il faut faire, c'est détecter, isoler, traiter, voilà, et faire tous les moyens possibles pour diminuer au maximum la circulation du virus. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et dans cette situation, on remarque clairement une chose. Le gouvernement a failli. C'est un gouvernement d'amateurs, je le dirais clairement et nettement. Sur les masques, ils ont failli. Sur les lits à déployer dans les hôpitaux, ils ont failli. Sur le vaccin, ils font faillite tous. C'est la réalité. Malheureusement, nous les soignons, nous sommes là, nous devons assumer. Nous avons fait le serment d'Hippocrate. Même quand on a la peur au ventre, en venant aux urgences, on y vient. On n'a pas le choix. Voilà, c'est ça la réalité. Donc nous sommes confrontés à une dure réalité qui est triste. Aujourd'hui,
les médecins le ressentent pleinement. Il y a ceux qui, parce que les médecins c'est un peu particulier, vous le savez très bien, très individualistes dans la formation, très élitistes quelque part, pensant toujours pouvoir sauver leur tête, hein, au détriment des collègues ou d'autres. C'est ça la réalité, la mentalité sur le médecin. Mais même aujourd'hui, la majorité des médecins, dont justement ces 40 directeurs médicaux, tous les professeurs, finalement se sont prononcés. Seulement on dira que où est-ce qu'ils étaient il y a quelques années quand il fallait se prononcer. C'est aujourd'hui qu'ils osent se prononcer. Moi je dis ceci, nous avons une lourde tâche. Nous allons l'exécuter. Nous ferons tout pour pouvoir soigner les gens, pour sauver des vies. Mais il est évident qu'il y a une problématique fondamentale qui n'est pas résolue, qu'il faut résoudre, c'est l'ouverture des lits. L'ouverture des lits, ça veut dire l'investissement dans les hôpitaux avec des personnels à formation ou formés, et derrière c'est le lit finalement. C'est ce que ça veut dire. Voilà, tant qu'on ne fera pas cela, nous allons tourner en rond en tant que tel. Bon, il faut continuer le combat. Il faut faire entendre nos voix. Parce que c'est finalement un problème de santé publique. C'est un problème de société. Voilà le fond du problème. Toutes les richesses que nous avons, la seule richesse fondamentale que nous avons, c'est notre santé. Nous avons beau avoir de gros salaires, quand nous sommes malades, nous comprenons bien que tout peut être remis en cause. Cela est valable pour le personnel médical et paramédical, cela est valable pour l'ensemble des Français. Donc, mobilisons-nous, amenons-les avec le syndicat, voilà, amenons-les à investir dans la santé. Je vous remercie. Bravo. Merci, Idrissa. En tant que ex-maire de la Verrière, mais j'étais maire au moment de la première vague du Covid, je veux d'abord confirmer la reconnaissance qu'a la population pour les travaux des agents de service, des médicaux, des paramédicaux, des administratifs face à cette crise sanitaire. J'ai pu à cette occasion constater que la population était, comme vous, largement unie autour d'une conception de la société où chacun doit pouvoir recevoir les meilleurs soins au plus près possible de chez soi, quel que soit son salaire ou son lieu d'habitation. La sécurité sociale le permet encore aujourd'hui, bien que constamment attaquée depuis qu'elle a été créée à la Libération par le ministre communiste Ambroise Croizat. La Sécu instaure une solidarité nationale grâce aux cotisations issues du travail, cotisations proportionnelles au salaire et affectées aux dépenses sociales, notamment aux dépenses de santé. Cette solidarité de cœur et institutionnelle constitue la force de notre peuple. Et il lui en faut de la force à notre peuple, car les restrictions budgétaires, souvent dramatiques, imposées depuis de nombreuses années, deviennent catastrophiques lors d'une pandémie. Catastrophiques à tel point que les médecins se demandent aujourd'hui s'ils vont devoir choisir qui soigner parmi les malades qui pourraient tous guérir. À ce propos, j'ai un souvenir, il y a 2-3 ans, dans les manifestations où vous faisiez copieusement gazé, enfin tout ce que vous voulez. Parce que ça, on vous remercie aujourd'hui, mais enfin, il vous remercie aujourd'hui, mais d'un autre côté, quand vous êtes dans la rue, il vous tape dessus. Et il y a 3 ans, j'avais vu une grande banderole où il était écrit, et c'était pas le Covid encore, hein, ils comptent leur argent, nous compterons nos morts. Ben, vous aviez averti la population bien avant que le Covid arrive. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dedans. Pourquoi cette situation folle dans un pays développé comme le nôtre? D'abord parce que des lits déjà en nombre insuffisant, ça a été dit, avant le Covid, notamment en réanimation, ont continué à être supprimés après la première vague. Ensuite, parce que la vaccination a pris beaucoup de retard du fait de considérations commerciales et d'une administration affaiblie. Avec des brevets dans le domaine public, la production aurait pu être beaucoup plus conséquente dès le départ et beaucoup de souffrances et de morts auraient été évitées. C'est tout le sens de la campagne européenne qui est menée actuellement, qu'on appelle « Pas de profit pour la pandémie », et de notre combat pour un pôle public du médicament qui mettrait fin au pillage de la sécurité sociale par Big Pharma. Depuis la loi Larcher-Bachelot, les hôpitaux publics sont poussés à devenir des entreprises commerciales, tant par leur management autoritaire que par leur gestion financière. Pour pouvoir assurer leurs dépenses, nos hôpitaux doivent vendre du
du soin produit au moindre coût, au détriment de l'entretien des locaux, de la sécurité, des salaires, des effectifs, de la charge de travail et de la vie de famille des soignants. Les exonérations de cotisations sociales pour les entreprises atteignent 20 milliards par an. En contrepartie, plus de ski est exigé de l'hôpital. J'ai écrit à moyen constant, mais c'est plutôt à moyen descendant aujourd'hui. Vous devez vous souvenir de la venue ici même en 2018 de Pierre Laurent, sénateur, dans le cadre du Tour de France des hôpitaux par les parlementaires communistes. Ce Tour de France a débouché sur un projet de loi coécrit avec des représentants des hôpitaux et prenant en compte les besoins de notre pays, des patients comme des personnels. Une majorité réellement progressiste à l'Assemblée nationale permettrait qu'une loi de ce type aboutisse. Et c'est toujours d'actualité. L'organisation administrative régionale de la santé doit reposer sur une organisation politique et citoyenne redonnant tout pouvoir aux élus, aux usagers et aux professionnels du champ de la santé. Et ceci doit être fait au plus tôt, afin de faire face à l'urgence immédiate, qui est de pouvoir prendre en charge tous les malades du Covid, qui submergent les services de réanimation à Rambouillet, comme dans toute l'île de France. Merci. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous et que vous ayez pris de votre temps pour qu'on ait cet échange très important, parce que je crois à la mobilisation à la fois sociale et politique, et donc au dialogue entre des personnels qui sont syndiqués, d'autres qui ne le sont peut-être pas et qui sont là aussi aujourd'hui, et des élus, des candidats, parce que ce que vous traversez, c'est une question politique. C'est une question éminemment politique, et c'est vraiment ce que je veux vous dire après vous avoir entendu, parce qu'il ne faut pas penser que ce qui vous arrive n'est pas le fruit de choix politiques délibérés, qui ne datent pas d'hier, qui datent d'ailleurs de plusieurs décennies, parce que c'est le néolibéralisme, l'austérité qui va avec, qui ont conduit des gouvernements successifs à supprimer par dizaines de milliers de lits en France et à sabrer donc les possibilités de l'hôpital public de répondre à sa promesse, qui est une promesse de santé, de bien-être, et que le personnel que vous représentez sont soumis également à ce qui progressivement est venu envenimer l'hôpital public. C'est un espèce de management issu du privé, avec ces fameux regroupements, les GHT, où on vous demande, avec la T2A et tout ce qui va avec, une espèce de rentabilisation de votre travail qui vient des normes du privé et qui ne correspond en rien à des normes publiques et encore moins à des normes de santé. Quand on soigne des gens, on ne doit pas être là à compter son temps et à se demander quelle est la rentabilité immédiate de son temps. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment on soigne les gens dignement, humainement, et comment la France est capable de déployer suffisamment de moyens humains pour que son système de santé ne craque pas à la première crise sanitaire venue. Parce qu'on en a une là, et on risque d'en avoir d'autres. Et comme je le disais tout à l'heure, je le redis, mais je fais la comparaison avec le foot. Quand Didier Deschamps il va jouer un match, il ne vient pas avec 11 joueurs. S'il vient avec 11 joueurs et qu'il y en a un qui se casse la gueule, il n'a plus d'équipe. Eh bien, ce qui s'est passé dans l'hôpital, c'est exactement la même chose. C'est la même chose parce que, à force de supprimer les lits et de vous avoir distillé cette idée qu'il faut être rentable à court terme, tout de suite, eh bien, au moment où il y a une crise, on n'est plus en situation de faire face parce qu'on est déjà à flux tendu. Et ce flux tendu, il est contraire à la possibilité de soigner correctement et dignement. Et ce qui me met particulièrement en colère, c'est de voir que, alors que nous avons eu la pandémie, alors que nous avons vu que ce qui nous a mis dans la nasse et contraint au confinement, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment de lits d'hôpitaux, et là ça continue. Ça continue, c'est-à-dire qu'en France, et en Île-de-France en particulier, nous avons des regroupements d'hôpitaux qui conduisent là, au moment où je vous parle, à des centaines de lits qui vont être supprimés. Et là, j'ai discuté à l'instant avec les brancardiers, qui me disaient là tout de suite, sans vouloir prendre le micro, alors je le fais pour eux, ils sont 14 brancardiers ici dans cet hôpital, et on vient de leur... Ah ben voilà, si vous voulez parler. On est 8 par jour, en fait on est 8 par jour pour tout l'hôpital, pour gérer tous les services, toutes les demandes. Et là on apprend que finalement on va supprimer des postes, ça serait 4 postes de brancardiers supprimés, sur 4 ans je crois. Honnêtement, on a peine à le croire. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre comment on peut se retrouver dans une telle situation. Pour faire 3 millions d'euros d'économies. Et alors, nous en discussions aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que là, ce qui se passe,
c'est qu'on demande aux chefs d'établissement de faire des économies dans les hôpitaux. Et que pendant ce temps-là, on a des groupes privés qui, sur les médicaments, qui, sur les vaccins, sont en train de s'engraisser sur la pandémie. C'est pas des millions, c'est des milliards. Et ce sont en effet des milliards, parce qu'on est incapable de faire en sorte que le vaccin soit un bien commun et qu'on ait la licence globale, et donc la licence libre, hein, c'est-à-dire que la possibilité de faire le vaccin soit totalement libre. Et la France, c'est une honte de notre pays. À l'OMC, vient de voter contre la proposition de l'Inde et de l'Afrique du Sud de faire cette licence globale sur les vaccins. C'est une honte absolue, c'est un scandale, et c'est même cette espèce de double discours du président de la République qui vous fait des grandes déclarations d'amour régulièrement à la télévision, et quand on est aux travaux pratiques, puisqu'il l'avait dit, hein, sur le vaccin doit être un bien commun de l'humanité, et quand il est à l'OMC et que la France doit voter, qu'est-ce qu'il vote? Il vote au profit des firmes privées qui sont même plein les films. Or, si la France avait été capable d'organiser la vaccination, de produire elle-même, d'utiliser y compris le rouage qu'on avait, hein, par le biais des réglementations européennes, on avait la possibilité de le faire, la possibilité de produire en masse et de vacciner en masse. Il ne l'a pas fait, et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle on se trouve. De la même manière qu'il n'est pas capable de faire des masques gratuits, de la même manière qu'il n'est pas capable d'avoir aéré les salles de classe, d'avoir donné des masques FFP2 aux enseignants, il n'est pas capable de tout ça, il n'est pas capable d'organiser et de protéger en partageant les richesses. C'est bien, on va faire un discours absolument. Je vous donne la parole. Lorsqu'il y a eu le problème de masques, on nous a interdit de porter des masques au début du Covid. Pendant 15 jours, on a travaillé sans masque. Donc les brancards. Alors, les restrictions, c'est bien. Ce qui serait bien, c'est qu'ils se creusent la tête et qu'ils trouvent des solutions. Parce que la restriction, c'est toujours facile quand il y a des problèmes. Mais le problème, c'est que l'hôpital est de plus en plus en déficit. Et on suradministre. Et on train de faire les catégories C pour faire des économies. Voilà, pour que les autres se sauvent. Mais nous, on est indispensable et on va leur montrer qu'on est indispensable. Parce que s'ils continuent, ça sera un mouvement de grève. Vous allez voir les brancardiers. Du coup, je rebondis sur deux choses que vous dites qui me paraissent essentielles. Sur les masques, moi je suis élue de Seine-Saint-Denis. L'autre jour, j'ai passé 2 heures dans un quartier que vous connaissez peut-être. J'étais dehors au Baudot, à Sevran. Et pendant ces 2 heures, j'ai vu vraiment beaucoup de monde. Et ce qui m'a frappé, c'est l'état des masques. L'état des masques, pourquoi? Parce que les gens, ils sont dans ces situations de précarité et de pauvreté extrême en ce moment, et que changer de masque tous les 4 heures, c'est juste pas à la portée de leur portefeuille. Et donc forcément, en Seine-Saint-Denis, si vous ajoutez à ça les logements exigus, les comorbidités, évidemment que ça explose en Seine-Saint-Denis. Donc plutôt que de faire la morale, en effet, et de vouloir à chaque fois nous priver de nos libertés, donnons les moyens aux gens de se protéger, c'est ça que nous demandons. Et protéger les personnels de santé, c'est nous protéger. C'est nous protéger. Or aujourd'hui, moi j'entends vraiment l'état d'angoisse, de mal-être, de burn-out dans lequel vous étiez déjà, parce que moi j'ai souffert d'avoir fait des manifestations dans les hôpitaux avant la pandémie où la question du burn-out était déjà posée. Un an de grève. Donc imaginez, 1 an après la pandémie, l'état dans lequel vous êtes. Je ne vois pas comment ça va pu s'améliorer, et je vois très bien comment on est en train de désespérer en fait les personnels qui restent motivés mais qui craquent, et comme vous me le disiez tout à l'heure aussi, qui ont envie de s'en aller parce qu'on n'est pas capable de les fidéliser, de les augmenter, de leur donner les conditions de travail qui soient satisfaisantes. Je vous réponds sur la question, madame, de l'IAD, parce que vous l'avez posée, c'est important. La question de l'IAD qui a été donc soumise à l'Assemblée nationale. Notre groupe, hein, le groupe des Insoumis, comme les communistes, nous nous sommes prononcés en faveur de votre statut, de ce que vous demandez. Malheureusement, la majorité ne l'a pas voulu. Ça repasse le 13 avril. Donc il faut qu'on remette les bouchées douces le 13 avril pour aboutir. Mais je vous dis ça aussi pour vous dire que malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition. Et que ce qui nous oppose à ce gouvernement, c'est la logique de compétitivité, de rentabilité, de tout ce qui veut distiller dans un espace qui est un espace de service public, qui est un espace de bien commun de l'humanité. Et soit on part de la compétitivité, de la rentabilité, et on arrive au désastre dans lequel nous nous trouvons, soit on part du bien commun et on se donne les moyens de partager les richesses, d'aller les chercher, et donc d'ouvrir des lits, de s'occuper des personnels, de faire en sorte qu'on embauche au lieu de licencier, comme c'est le cas aujourd'hui, et d'augmenter les personnels pour les fidéliser. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité.
Et j'attire votre attention sur, là je vous ai parlé de l'Assemblée nationale où nous sommes minoritaires. Vous le savez, il y a des élections régionales et départementales. On ne sait pas encore si elles vont avoir lieu, parce que la démocratie pourrait elle aussi prendre cher, puisque tout a échoué, puisqu'on n'a pas été capable de faire face à toutes les étapes, que ça a été fiasco sur fiasco, des blouses, aux masques, aux tests, aux vaccins, n'en jetez plus, hein, je veux dire, c'est épouvantable. Et qu'on est là, très infantilisés, à se demander s'ils vont parler, quand est-ce qu'ils vont parler, s'ils vont dire quelque chose, et quand, et quoi. Et on se sent très infantilisé, puisque c'est même moi comme parlementaire, puisque c'est un conseil de défense qui décide de choses, conseil de défense dont on ne connaît même pas la composition. On ne sait même pas quelle est la composition. Et je suis désolée, on n'est pas en temps de guerre. C'est pas la guerre. C'est pas la guerre. L'ennemi, c'est pas un État. On n'est pas dans une situation de guerre. On est dans une crise sanitaire et on a besoin de moyens pour protéger la population et pour faire en sorte que l'hôpital public ne soit pas saturé, mais puisse répondre à ce à quoi il faut faire face. Donc vous dire que, comme je le disais au début, c'est politique et nous avons une échéance qui est l'échéance régionale. Et ce que je souhaite également, c'est qu'à la tête de la région, à partir de juillet, vous ayez des alliés et non pas une présidente de région qui se lave les mains des GHT et des fermetures d'hôpitaux et qui est elle aussi totalement adepte de la logique de la compétitivité et de l'attractivité de notre territoire en règle générale. Et tout cela, ça s'abat sur la vie quotidienne des franciliennes et des franciliens et donc aussi sur la santé, mais vous aussi comme individu, comme francilienne et francilien, vous le savez en termes de transport, de plein de questions, de logement, parce qu'on pourrait en parler aussi, vos situations, c'est parfois aussi des problèmes de logement, dans les statuts et les droits qui pourraient être afférents, il y a plein d'idées pour fidéliser. Et la région doit prendre sa part. Et je terminerai sur une proposition que Ingrid a dit tout à l'heure, mais je vais y insister. C'est né d'une discussion que nous avons eue avec Christophe Prudhomme. Vous l'avez compris, l'urgentiste que vous connaissez et qui sera tête de liste dans mon département en Seine-Saint-Denis. Et il propose de la discussion, on s'est dit, on pourrait faire en sorte que les infirmières, les aides-soignantes, soient formés et rémunérés pendant la formation, comme l'étaient les instituteurs autrefois, vous savez, dans les écoles normales. C'est-à-dire qu'on les rémunère avec un statut, pendant ce temps-là, au niveau du SMIC, pendant ce temps-là, ils cotisent, y compris pour la retraite, et donc ils peuvent faire, elles, ce sont surtout des femmes, peuvent faire leurs études correctement, moyennant un engagement dans le service public de santé pour une dizaine d'années. Et ça, c'est un investissement que peut faire la région. Elle n'a pas toute compétence pour mettre en place ce système-là, mais elle peut impulser, et elle a les moyens, puisque la formation est une compétence régionale. Et donc, moi, je souhaite que nous avancions et que nous soyons, comme l'a dit Michel tout à l'heure aussi, à la tête de la région, en capacité d'impulser des politiques qui permettent de faire vivre notre système de santé et notre système hospitalier en particulier. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite vraiment de belles luttes. On sera à vos côtés, vraiment on sera à vos côtés. Et courage à vous, merci de ce que vous faites. Et sachez que nous sommes très nombreux à penser tous les jours à vous et à être à vos côtés. Merci à vous. Je vais vous parler quelques instants de la situation sanitaire dans les établissements scolaires de Rambouillet et des communes alentours. Vous m'entendez bien? Oui. Écoutez, depuis plusieurs semaines, tous les personnels de l'éducation voient la situation s'aggraver dans les écoles. Le nombre de cas d'éviction, d'élèves, de personnel ne fait qu'augmenter. Les classes ferment et même les établissements. De ce fait, c'est sûr, on n'a pas eu besoin d'attendre le discours de Jean Castex le 18 mars pour comprendre que la pandémie s'accélérait, que la situation se dégradait fortement. Et pourtant, les mesures annoncées par le ministère, qui reconnaît après des mois d'un déni incompréhensible et insupportable que le virus circule tout autant dans les écoles et dans les établissements scolaires que dans le reste de la société, ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux, au premier rang duquel se trouve la santé des personnels, des élèves et de leurs familles. Le bilan local parle de lui-même. Par exemple, l'école maternelle de la Louvière, une classe fermée. L'école maternelle de la Ruche, école fermée. Au collège Le Rondeau, 6 classes ont fermé en 2 jours. Au collège Catherine de Vivonne, on a eu 4 cas positifs dans la même classe la semaine dernière sans que cette classe ne soit fermée. Au lycée Louis Bascan, une 8e classe a fermé hier.
Tout indique que le virus circule et ses variantes dans toutes les écoles du secteur. Alors cette liste est loin d'être exhaustive, d'abord parce que la situation évolue en permanence, et puis d'autre part parce qu'à aucun échelon, que ce soit ministériel, académique, départemental et parfois même au sein même des établissements, nous n'avons de chiffres transparents. Parfois les collègues ne savent même pas combien de classes sont fermées dans leur propre établissement. Hier, en réunion départementale, on nous annonçait qu'en gros, il y a 300 cas positifs par jour dans le département des Yvelines en milieu scolaire. Mais on n'a jamais davantage de précision. Voilà. Il est donc urgent que l'éducation nationale prenne enfin sa responsabilité et agisse pour que la situation ne devienne pas plus dramatique qu'elle ne l'est déjà. À la FSU, nous faisons des propositions depuis juin dernier. Nous nous adressons au ministère, au recteur, au DAZEN. Nous n'avons pas de réponse. Nous posons des questions. Nous n'avons pas de réponse. Tout ce que nous obtenons, c'est par voie de presse que cela nous est communiqué. C'est insupportable. Nous n'en pouvons plus. Nous demandons donc une campagne massive de tests, une campagne cohérente, une campagne gratuite. Parce que vous l'ignorez peut-être, mais lorsqu'un enseignant ou un élève majeur doit passer un test salivaire, il doit s'acquitter des 1 € de reste à charge. Quand je dis une campagne cohérente, on peut prendre l'exemple de ce qui s'est passé à Rambouillet, une école maternelle, les cas se multiplient, fermeture d'une classe, puis de l'école entière. Il faut attendre 3 semaines avant que les écoles élémentaires du secteur bénéficient d'une campagne de tests salivaires et rien dans le collège de secteur dans lequel sont scolarisés les frères et sœurs des élèves des écoles maternelles concernées. Nous demandons également les fermetures des classes dès le premier cas positif et que cette mesure soit rétroactive, puisque là il y a eu un rétro-pédalage de la part de notre ministre. Il y a des élèves qui ont été détectés positifs la semaine dernière, et bien leurs camarades sont en classe aujourd'hui. Ils ne sont pas considérés comme cas contact. La date, c'est samedi. Nous demandons également un passage en demi-groupe pour les collèges et pour les lycées. Alors c'est peut-être un peu subtil, mais ce qu'a annoncé le ministre Blanquer, c'est le passage en demi-jauge. Et demi-jauge, ce n'est pas un demi-groupe. Demi-jauge, c'est juste l'effectif global de l'établissement qui doit diminuer de 50%. Ce qui n'empêche pas certaines classes de lycée aujourd'hui de fonctionner à 35 élèves, ou même à beaucoup plus si vous êtes en classe préparatoire. Ce n'est pas possible, c'est pas une situation acceptable d'enseignement au niveau sanitaire. On a parlé du problème de l'aération des salles, qui est un véritable problème sur lequel on n'a rien obtenu depuis 1 an. Donc il faut absolument agir pour des demi-groupes effectifs dans chaque classe avant que la situation n'explose, si tant est qu'il ne soit pas déjà trop tard. Enfin, nous exigeons un véritable plan de vaccination pour les enseignants, qu'il soit une vraie cible prioritaire, qu'on aille bien au-delà des plans d'annonce et de communication. Hier, donc toujours en réunion départementale, quand on demande au directeur académique s'il a des informations sur la vaccination des enseignants, la réponse est très claire, non. Aucune réponse, aucune annonce. On n'en sait rien, on n'est nulle part. Voilà, je voudrais quand même témoigner de la détresse, de la fatigue, du stress de mes collègues. Il faut savoir que l'éducation nationale, évidemment, ce sont les enseignants, mais je voudrais avoir une pensée aujourd'hui pour les AED, les CPE, c'est-à-dire les personnels de vie scolaire, qui sont dans les cantines, qui sont dans les couloirs, où circulent des centaines d'élèves qui se croisent à chaque heure de cours. Un mot aussi pour les AESH qui accompagnent les élèves en situation de handicap, qui sont donc au sein de la classe, dans les fameux couloirs, pressés entre les différents groupes d'élèves qui se croisent et qui ne sont pas considérés comme cas contact lorsque la classe de l'élève qu'ils suivent est fermée. Je rappelle que les fermetures de classe ne concernent pas les personnels ne sont pas considérés comme cas contact. Voilà, malheureusement nous avons également des collègues qui sont malades et certains gravement, donc je souhaite avoir également une pensée pour eux. Je voudrais terminer aussi en vous disant quelques mots du lycée Bascan, qui est le magnifique lycée de Rambouillet, qui a été construit sur un site exceptionnel, dans les arbres, 17 hectares, 17 bâtiments. Mais malheureusement, ces bâtiments sont dans un état vétuste, ils n'ont pas été entretenus. Une véritable passoire thermique. Et puisqu'aujourd'hui nous parlons d'élections régionales et que c'est bien à la région qu'on revient à l'entretien des lycées, je voulais terminer ces quelques mots en évoquant cette situation qui concerne le lycée Bascan, mais qui concerne bien d'autres lycées d'Île-de-France. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Grâce à vous qu'on a pu faire cette rencontre. Merci à vous, bravo à vous. Vous êtes formidables. Merci à tous et à tous.
va passer au point presse, à moins que Rien ait quelque chose à dire encore. Madame Autain, la pandémie est extrêmement forte, quasiment aussi forte qu'au printemps dernier. Le gouvernement, malgré ses promesses, n'a eu de cesse, pendant cette période de pandémie, de fermer des lits de réanimation, des accueils de patients. On l'a vu aujourd'hui à travers les témoignages de soignants. Faut-il revenir à une structure telle qu'elle existait en France, je ne parle pas seulement de la région, mais telle qu'elle existait en France il y a 10 ans, 15 ans, avec beaucoup plus de lits de réanimation disponibles pour faire face, et vous en avez parlé tout à l'heure, aux éventuelles pandémies qui vont arriver vers nous, avec notamment le réchauffement climatique. Est-ce qu'aujourd'hui, la politique et les responsabilités que vous appelez de vos voeux doivent aujourd'hui décider de rouvrir massivement des structures de réanimation? Ben oui, bien sûr qu'il faut rouvrir massivement des structures de réanimation, parce que le problème c'est qu'on les a fermées avec une logique de rentabilité à court terme, qui est vraiment une logique du privé. Et je prends toujours l'exemple des footballeurs. Si vous avez Didier Deschamps qui arrive à un match avec 11 joueurs, point barre, s'il y en a un à qui il arrive quoi que ce soit, eh bien, il est en difficulté pour gagner le match. C'est pareil pour les hôpitaux. C'est-à-dire que si dans un hôpital, vous n'avez pas plus de lits en période normale que ce qu'il faut, ça veut dire qu'à la moindre crise, vous êtes en état de saturation. Et donc c'est pourquoi j'en veux aux gouvernements successifs d'avoir supprimé par dizaines de milliers des lits d'hôpitaux en France, parce que c'est ce qui nous a rendus si fragiles, si faibles dans la crise depuis mars dernier. Je vais revenir sur une question sur la pandémie, si vous le voulez bien, Madame Autain. Dans l'hôpital qui est derrière vous, 11 personnes en réanimation pour 12 places. En Seine-Saint-Denis, les médecins nous disent que c'est un carnage, ce sont les mots qu'ils emploient. La saturation, on est au bord de la saturation. Si demain, un variant plus virulent arrive, et nous n'en sommes pas du tout à l'abri, on fait comment ? Bah, c'est au gouvernement qu'il faudrait... Si vous étiez au pouvoir, quel conseil vous donneriez ? Déjà, si j'étais au pouvoir, si nous étions au pouvoir, je peux vous dire que depuis un an, on n'aurait pas du tout traité les choses de cette façon. Donc on se retrouve aussi dans la nasse et acculé maintenant à vous répondre. Alors, vous voulez reconfiner, pas reconfiner, une fois que toutes les étapes ont été ratées. Le fiasco, il est depuis le début. Hein. Le fiasco des masques, le fiasco des tests, le fiasco mais de tout. Tout ce qu'il y avait à produire n'a pas été produit, et maintenant, c'est le fiasco des vaccins. Or, l'urgence pour sortir de la tragédie dans laquelle nous nous trouvons, c'est le vaccin. C'est l'espoir, c'est ça. Donc pour moi, il faut mettre le paquet sur le vaccin, il faut rendre gratuits les masques, il faut protéger les enseignants dans les écoles avec des FFP2, avec des possibilités, des purificateurs d'air. Enfin, il y a plein de choses à faire, sauf que pour le faire, il faut un État stratège et un État qui sorte des logiques néolibérales. Or là, c'est le privé qui a la main. On le sait pour les doses, et on s'est bien fait avoir l'Union européenne sur ces doses, parce qu'on est dans un marché mondialisé de concurrence où il y a des grands groupes qui cherchent à faire du profit sur le dos des gens. C'est ça qui se passe. Et donc moi, ce que je pense, c'est que vraiment l'État doit être un État stratège et un État qui est au service du bien commun qu'est notre santé, et non pas un État qui, quelque part, laisse la main complètement au marché, au laisser-faire, avec l'espèce de je sais pas, d'idée un peu naïve, au mieux naïve, au pire cynique, que le privé pourrait mieux faire, et on se retrouve dans la situation dans laquelle on se retrouve. Docteur, on entend beaucoup de choses sur la Covid. Beaucoup de gens qui disent oui, maintenant les gens sont vaccinés, la mortalité baisse, effectivement dans les chiffres, la mortalité baisse, mais la saturation des services de réanimation est là. Est-ce que vous pouvez nous peindre rapidement quelle est la situation claire sur cette pandémie en France aujourd'hui, ou à tout le moins dans votre hôpital? Bon, la situation est critique, elle est très critique. Tous les intervenants, les soignants, notamment les médecins, savent très bien que nous sommes dans une situation très très critique. Le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter, et le nombre d'hospitalisations non plus ne baisse pas, sinon il ne fait que progresser, et les réanimations sont arrivées à saturation. Nous sommes aujourd'hui à pratiquement quasi 5000 hospitalisés en réanimation et soins continus liés à la Covid. Voilà. Et donc les capacités de soins intensifs et de réanimation sont vraiment devenues limites.
Sans oublier le fait qu'à côté de ça, il y a d'autres patients qui ne sont pas nécessairement Covid. Voilà, les accidentés de la route, les infarctus du myocarde, voilà, qui finalement, les chocs septiques qui devraient se retrouver en réanimation et qui ne sont pas Covid. Donc la réanimation aujourd'hui est saturée. Et bien sûr, ça amène à quelque chose de dramatique, à savoir que les médecins ne savent plus où mettre les malades. Ils seront obligés de trier, hein? Même si on faisait un peu de tri, mais là ça va être beaucoup plus flagrant encore. C'est-à-dire que nous serons obligés de dire, bon, on ne pourra rien faire pour ce patient qui a 60 ans, bon, mais celui-là, il a 50 ans, il a plus de chances de pouvoir survivre par la suite, et bien c'est lui qu'on va garder. Voilà. Ce sont des situations dramatiques que les soignants ne sont pas prêts à assumer, ni en France, ni ailleurs dans le monde. Ça se passe déjà aujourd'hui, en ce moment. On commence à trier dans des hôpitaux. On entend parler notamment du département de la Seine-Saint-Denis qui est sursaturé en termes d'hospitalisation Covid. On commence déjà aujourd'hui à faire des choix, à faire des tris. Beaucoup de vos confrères le disent. Oui, je pense qu'on commence à trier, hein, voilà. Et ces situations de tri, en fait, on les a connues de façon épisodique, hein, parce que c'est pas la première fois, c'est pas la première année où les réanimateurs, les urgentistes poussent un cri d'alarme. Je vous rappelle tout de même que pendant plus d'1 an, les urgentistes, hein, dans tous les hôpitaux de France, se sont mis en grève pour réclamer quoi? Réclamer des lits. Des lits d'aval, des lits en réanimation. Voilà. Donc avec la Covid, la situation a explosé. Et quand nous réclamions il y a 1 an à peu près des places, c'est parce qu'on se retrouvait dans des situations critiques où il fallait faire un choix. Voilà. Bon, maintenant ça prend un peu plus d'ampleur. C'est ça la réalité. Si demain un variant, pourquoi pas, beaucoup plus virulent arrive, on n'est pas à l'abri de ça, enfin en tout cas beaucoup de vos confrères le disent, et qu'on a une augmentation en quelques jours colossale du nombre de contaminés, on fait comment? Vous faites comment, docteur? Est-ce que vous posez déjà cette question? Si on se pose la question, eh ben, ça veut dire concrètement que de toute façon nous allons continuer à soigner, mais nous allons soigner certainement au rabais. Voilà. Si vous n'avez pas suffisamment de médecins, vous n'avez pas suffisamment d'infirmières et que vous avez un afflux massif, vous êtes obligé quelque part d'être moins vigilant, d'être moins performant. C'est évident. Voilà. Beaucoup moins d'attention à un patient précis pris en charge. Cela est une certitude. Et s'il n'y a pas de place en réanimation, eh ben, ça va être simple, hein. Il n'y a pas de place en réanimation, il n'y a pas de place en réanimation. Voilà, on ne peut pas l'intuber, on ne peut pas le ventiler. Voilà, c'est aussi clair que ça. Il va falloir déplacer des malades en province, comme nous l'avons vu au printemps dernier, à grands frais, avec des moyens, des techniques très importants. Oui, toutes ces tentatives ont été faites et peuvent être faites et doivent être surtout faites. Quand il y a de la place quelque part, ben pourquoi pas? Il s'agit de sauver une vie. Même s'il faut transporter en TGV à Marseille pour pouvoir sauver des vies, mais il faut le faire. Mais ce n'est pas certainement la meilleure façon de gérer les choses. La meilleure façon de gérer les choses, c'est de créer des lits dans les hôpitaux. Des lits de réanimation, des lits de soins continus et des lits d'hospitalisation. Parce qu'on a trop longtemps, pendant 30 ans, souffert de cette politique de restriction méthodique. De l'hospitalisation. Alors, on vous dira ceci. Les esprits savants, des professeurs, des académiciens vous diront oui, on ne peut pas former un réanimateur en 3 semaines, 4 semaines. C'est vrai, on ne peut pas le faire. Voilà. Mais ceci dit, on peut tout de même faire appel aux anciens, ça c'est une possibilité. Et on peut, sur le tas, effectivement faire des formations accélérées d'un certain nombre de praticiens. C'est possible, même si ça n'a pas le même rendu que l'expérience et le savoir-faire d'un réanimateur qui est en service de réanimation depuis 15 ans. Voilà, c'est certain. Mais ça pourra sauver des vies. Il n'échappe à personne que la France veut une société, maintenant une santé à l'américaine. C'est-à-dire que les gens qui auront les moyens pourront se soigner, et les gens qui ne l'ont pas resteront sur le bord de chemin. On fera prendre des gens des assurances complémentaires extrêmement chères pour pouvoir se soigner. Vous en avez parlé tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? Est-ce que notre volonté politique, sociale est suffisamment forte pour résister
au rouleau compresseur du système économique mondial qui veut la manne de la santé publique française. Ah ouais, ça, en cours, vous êtes optimiste ou pessimiste, docteur? Je suis un peu pessimiste. Je suis pessimiste parce que j'observe depuis 30 ans une dégradation constante des conditions d'exercice, aussi bien au niveau des paramédicaux qu'au niveau des médecins. Je constate depuis 30 ans une baisse des investissements dans les hôpitaux. Et comme je le disais tout à l'heure, le pilier du système hospitalier et du système de santé français, c'est tout de même l'hôpital public. Vous avez la médecine libérale, vous avez les cliniques privées, qui d'ailleurs, historiquement, c'était des affaires de famille. Voilà, finalement, ça a été acheté par des grands groupes et nous sommes entrés dans une libéralisation, dans une mondialisation et surtout dans un esprit de profit de plus en plus profond. Le système français avait cette particularité d'avoir un système d'hôpital public solide qui faisait la fierté de notre système. Bon. La politique actuelle et la politique menée depuis une trentaine d'années, d'ailleurs par les mêmes acteurs. Je rappelle tout de même que c'est M. Carcex, l'actuel Premier ministre, qui a été un des pères de ce qu'on appelle la T2A, la tarification à l'activité, qui ne relève rien d'autre. C'est une façon comptable très néolibérale de gérer les hôpitaux. Alors il est Premier ministre aujourd'hui, je crois qu'il ne va pas abandonner son bébé qu'il a créé, il est toujours dans la même mentalité. Mais cette mentalité-là amène effectivement à l'asphyxie des hôpitaux, à la liquidation du système hospitalier public français. Parce que derrière ça tout de même, il y a une particularité. Moi j'ai toujours eu confiance en l'hôpital public. L'hôpital public, ce n'est pas que je n'ai pas fait du privé, j'ai fait du privé. Mais en faisant dans le privé, la qualité des soins, je ne suis pas sûr que ce soit la même chose. Pourquoi? Parce que le privé, c'est comment travailler. Quand vous êtes à l'hôpital public et que vous avez des problèmes de santé la nuit, eh bien, les internes montrent vous voir. Allez me trouver une clinique privée où des internes iront vous voir. Les internes sont tout de même des jeunes médecins en formation, mais qui ont un certain savoir et qui ont surtout un sens du devoir. Et ils sont là, ils interviennent et ils sauvent beaucoup de vies aussi. Dans les cliniques privées, vous ne rencontrez pas ça. Voilà. Dans les cliniques privées, il faut avoir l'argent. On le voit bien. Ce qui est intéressant, c'est ce qui rapporte beaucoup de T2A. Les activités chirurgicales et tout ce qui est technique, ça rapporte. Et d'ailleurs, la T2A, il est parti de ça parce qu'à l'époque, je me rappelle, dans une clinique privée, quand il fallait faire des échos cardiaques, il fallait faire des hauteurs, il fallait faire une demande préalable à la Sécu. C'est ce système-là qu'ils ont déporté sur l'hôpital public. On ne fait pas des demandes préalables, mais on incite à faire la T2A. Et en réalité, la meilleure prise en charge n'est pas dans les cliniques privées. La meilleure prise en charge, c'est dans les hôpitaux publics et notamment dans sa partie universitaire. Voilà, c'est là que se fait la recherche, c'est là où se fait la recherche, c'est là où se fait la formation. Donc, c'est un bel outil que nous avons et qu'il faut tout faire pour préserver. Il faut tout faire pour le préserver. Et malheureusement, avec la politique actuelle, on se rend compte que le système est en train de s'écrouler. Il faut de quoi? D'investissement. Et derrière l'investissement, c'est une question de volonté politique. Quand les néolibéraux, les ultralibéraux décident qu'il faut une rentabilité à tout prix, pour le profit, et pour des actionnaires, je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt général. Pas du tout. Une toute dernière question, docteur. Le privé dont nous parlions à l'instant, a-t-il fait sa part de travail sur cette pandémie de la Covid? La question doit se poser surtout au pouvoir public. Est-ce qu'ils les ont sollicités? Ils avaient la possibilité de les solliciter, ils avaient la possibilité de les réquisitionner, ils avaient la possibilité de réquisitionner les lits de réanimation dans le secteur public, ou même réguler les choses de façon à ce que ce qui n'est pas Covid, par exemple, puisse aller dans les cliniques privées. Je n'en suis pas certain. Je n'en suis pas certain. La preuve, nous avons vu souvent à la télévision des intervenants, les lobbies du secteur privé, qui se plaignent justement du fait que l'État ne les sollicitait pas suffisamment.